Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Pieds nus sur le trottoir, flottant dans un pyjama blanc trop grand pour lui, Antoine, 15 ans, est un fantôme. Une silhouette chancelante. Un égaré. Non, à y regarder de plus près, Antoine n'a rien d'un spectre. C'est un garçon fait de chair et de sang comme tous les autres. De sang surtout. Si l'on en juge par l'abondance des giclées écarlates qui maculent sa veste. Ce 25 septembre, à 7 heures du matin, Hervé Muller, un voisin, sort de chez lui et l'aperçoit. Il se précipite. Une idée traverse aussitôt son esprit. Antoine vient de se faire renverser par une voiture. Et puis très vite, une question chasse la première intuition. Mais que fait-il à 7 heures dans la rue en pyjama et couvert de sang? En 3 bonds, Muller rejoint le garçon et le saisit aux épaules. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Antoine? L'adolescent terrorisé se dégage d'une bourrade. Muller le rattrape. Antoine! Le garçon bafouille des phrases incohérentes en agitant sa main blessée en direction du pavillon de ses parents. Blond, il était blond. Mais qui était blond, Antoine? Blond, méchant, oui, avec un bonnet noir vissé sur la tête, balbutie encore le gamin en roulant des yeux fous. Muller tire l'adolescent vers la maison. La porte est restée entrebâillée. Un escalier mène à l'étage. Des traces de sang conduisent à la chambre des parents. Alors Muller ouvre la porte et découvre un spectacle d'apocalypse. Catherine et Olivier Signac gisent sur le sol, le corps lardé de coups sauvages. Des balafres rouges ont aspergé les murs et des lambeaux de papier calciné se consument encore dans la pièce. En état de choc, Antoine vacille, glisse aux pieds de l'adulte et s'évanouit. 48 heures plus tard, Philippe Portely, un officier de la gendarmerie de Belfort, accueille Antoine Signac dans son bureau. « Une cigarette, vous avez une cigarette ?»« T'es accro ?» demande Portely. « Ah, trop dur de ne pas fumer pendant 2 jours. » Le gendarme sourit en fouillant ses poches, à la recherche d'un paquet froissé. « Alors on y va, hein. Tu me dis ce qui s'est passé, tout ce que tu as vu dans la maison. » Vous allez être déçu. « Mais pourquoi ?»« Bah, tout s'est passé très vite, beaucoup d'adolescents, en pompant goulûment sa cigarette. » Bon, on démarre le jour du drame, si tu veux bien. Mercredi. Il est, mettons, 19h. D'accord. Ben, je rentre du lycée. J'embrasse mes parents à la boucherie, comme d'habitude. Mon père sert les clients. Ma mère est à la caisse, il y a du monde. Ils sont occupés. Alors, je monte directement dans ma chambre. J'ouvre l'ordinateur. Et je joue avec des trucs jusqu'à ce qu'il rentre vers 8h. Le capitaine griffonne des notes. Que fais-tu quand tes parents sont de retour? Ben, je dresse la table. Mon père allume la télé, poursuit le gamin avec une pointe d'agacement. Ils sont de bonne humeur, tes parents? Non, c'est pas cool, ils s'engueulent. Tu sais pourquoi? Ben, mon père a une maîtresse, alors forcément, ça coince un peu. Les doigts d'officier se crispent sur son stylo. Mais comment le sais-tu? Ben, j'ai vu mon père dans la rue avec la femme, 15 jours plus tôt. Donc ce soir-là, ça coince un peu, comme tu dis. Le capitaine offre à Antoine une nouvelle cigarette. Tu t'entendais bien avec ta mère? Comme ci, comme ça. Elle n'hésitait pas à me retourner une gifle à l'occasion. Bon, revenons à la soirée. Vous dînez tous les 3 et ensuite? Ben ensuite rien, s'énerve le jeune. Vers 10h, je retourne dans ma chambre, je fais une dernière partie sur l'ordinateur et je me couche. Philippe Portely fixe l'adolescent droit dans les yeux. Il faut que tu me dises ce qui s'est passé ensuite, Antoine. Mais j'ai rien à cacher. En pleine nuit, j'ai entendu des cris, je me suis levé, je suis allé dans la chambre des parents et j'ai vu un grand blond avec un bonnet noir sur la tête. Il tenait un couteau, il y avait du sang partout. Il m'a donné un coup dans la main et puis il a dévalé les escaliers. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Ben, je lui ai couru après dans la rue, mais il avait filé. Après, j'ai rencontré M. Muller, il m'a ramené à la maison, je me suis évanoui pour ne me réveiller qu'à l'hôpital. Le capitaine se renverse sur le dossier de sa chaise. J'ai un fils de ton âge, tu sais, il est d'ailleurs peut-être dans ton lycée. Et alors? Alors, j'ai un peu l'habitude de parler aux ados. Et une chose me gêne dans ton histoire. Tu n'as demandé aucune nouvelle de tes parents. Avant de te lancer à la poursuite du grand blond au bonnet noir, avais-tu vérifié s'ils étaient encore en vie? Antoine se décompose comme si un masque de tragédie tombait d'un coup sur son visage. Sans lui laisser le temps de reprendre son souffle, le capitaine poursuit. Tu es allé dans la cuisine. La cuisine. La nuit du drame. Et tu es allé dans la cuisine. Non, j'avais rien à y faire. Tu as fait 2 fois le trajet de la chambre à la cuisine. Tu étais pieds nus.
On voit très bien tes empreintes ensanglantées sur le plancher. Quand tu dormais à l'hôpital, on a pris des moulages. Les empreintes coïncident. Dans la cuisine, il manquait 2 des couteaux de boucher de ton père, ceux qui a utilisé le meurtrier. Philippe Portoli reprend son interrogatoire d'une voix plus douce. Dis-le-moi maintenant, Antoine. Non, j'ai rien à voir avec tout ça, hurle le gamin. Dis-le-moi, Antoine, insiste le gendarme. Alors l'adolescent éclate en sanglots. Oui, c'est moi. C'est moi qui les ai tués. Le procureur de la République décide d'enregistrer les aveux sur cassette vidéo, une première pour l'audition d'un mineur présumé meurtrier. Philippe Portoli, le magistrat, assiste alors à une hallucinante confession. La nuit du drame, raconte Antoine, il avait encore fait des cauchemars. Dans son rêve, il participait à un jeu de rôle avec Patrick, son copain de lycée. Ils avaient tous les deux une épée. Antoine avait alors entendu des voix lui commandant d'aller tuer ses parents. C'était comme un ordre venu d'ailleurs. Il s'était rendu dans la cuisine. Sur le présentoir, il avait pris les 2 plus gros couteaux, un pour lui, l'autre pour Patrick, qui, dans son rêve, ne le quittait pas. Il avait pénétré dans la chambre, s'était approché de son père et avait commencé à le frapper. Son père, plus grand que lui, plus fort, s'était réveillé et s'était défendu. Mais j'avais une force extraordinaire. Je l'ai plaqué contre le mur, je l'ai frappé, raconte encore l'adolescent. Quand ma mère s'est réveillée, je l'ai frappé à son tour. Elle m'a dit « Pourquoi tu fais ça, mon bébé? Je t'aime !» Alors je lui ai tranché la gorge. Pour obéir aux voix qui lui commandaient de brûler la maison, Antoine disperse les pages d'un annuaire sur les corps de ses parents et y met le feu. À cette heure, il sort dans la rue. Hervé Muller, un voisin, le trouve couvert de sang, titubant et hagard. Le lendemain, le juge Schlumberger met Antoine en examen pour meurtre sur ascendant. Elle refuse cependant de le placer sous mandat de dépôt. Avant toute chose, l'adolescent a un urgent besoin de recevoir des soins médicaux. Le préfet ordonne une hospitalisation psychiatrique d'1 mois. 2 experts pédopsychiatres doivent déterminer si le garçon avait un discernement aboli ou altéré au moment des faits. En clair, son acte implique-t-il ou non une responsabilité pénale? Antoine doit-il rendre des comptes à la justice ou être traité par des médecins? En attendant la décision, le garçon croupit dans une chambre d'hôpital sécurisée. Au fil des jours, ses crises s'espacent. Les migraines qui lui vrillent le crâne lui accordent enfin quelques heures de répit. Pendant qu'il ressasse chaque détail de la tragédie, Alain Schmitt, son avocat, commis d'office, plaide devant le juge la folie passagère et poursuit à l'hôpital l'interrogatoire de son client. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demande l'avocat. Les bruits. Les bruits que j'ai entendus, oui, les bruits. Ils venaient pas de l'intérieur de ma tête. Ils étaient bien réels, j'en suis sûr maintenant. Je dormais, je faisais peut-être des cauchemars. Mais ce sont les bruits qui m'ont réveillé. Admettons. Raconte-moi la suite. Quand je suis entré dans la chambre, ma mère était debout sur le lit et elle frappait mon père avec un couteau. L'avocat pose une main apaisante sur l'épaule du garçon. On a retrouvé les empreintes de tes pieds. Tu es allé 2 fois dans la cuisine. Antoine n'écoute pas. Ma mère frappait mon père, je vous dis. De grands coups dans le ventre, dans la poitrine, c'était horrible. J'ai crié, je lui ai dit d'arrêter, mais elle a continué. Alors j'ai couru vers la cuisine, j'ai pris un couteau, je suis retourné dans la chambre. Je voulais pas faire de mal à ma mère, je voulais juste qu'elle arrête. Maître Schmitt demande à Antoine de coucher par écrit sa confession, puis il quitte l'hôpital pour relire le rapport de gendarmerie. Et sous l'éclairage de ce nouveau témoignage, il découvre bientôt dans le procès-verbal une série d'incohérences. Si Antoine est coupable, pourquoi a-t-il utilisé 2 couteaux au lieu d'1 pour frapper ses parents? Et puis surtout, comment a-t-il pu laisser l'empreinte de ses pieds ensanglantés en allant dans la cuisine s'emparer des couteaux? Pour laisser des traces dans les 2 sens, il fallait bien qu'il ait marché dans du sang avant d'aller s'armer. Aujourd'hui, la justice attend le résultat des analyses d'ADN, prélevées sous les ongles de Catherine et d'Olivier Signac. Il déterminera si les époux se sont effectivement entretués avant que leur fils intervienne. Si cette hypothèse se vérifie, Antoine devra répondre du seul meurtre de sa mère et il bénéficiera sans doute de circonstances atténuantes. Dans le cas contraire, les psychiatres devront démêler la part d'ombre et de cauchemar qui, dans la nuit du 25 septembre, a pris possession du cerveau d'un garçon de 15 ans. Pierre Bellemare,
Les histoires incroyables. Vous avez été captivé par cette histoire de Pierre Bellemare? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de laisser une note à ce podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt.